Salut. Bienvenue dans ce deuxième complément au Métalleux Curieux numéro 10 dédié à Ex-Déo et Caligula. Dans le complément précédent, je vous ai parlé de Séjan, un chevalier romain devenu préfet du prétoire et dont l'ambition a mené la maison de Germanicus à la déchéance et qui a finalement été exécuté par Tibère en 31 après Jésus-Christ. Ces manigances ont eu des répercussions jusqu'au règne de Caligula, et on va voir ça aujourd'hui. Comme d'habitude, en ce qui concerne Caligula, je vous décris les événements tels que les historiens actuels ont pu les reconstruire. En fait, c'est même une proposition de reconstruction. Beaucoup de choses sont sujettes à débat, beaucoup de détails ne sont pas connus, donc je vais me contenter des grandes lignes. Je vous invite d'ailleurs à lire l'article de Jean-Claude Faure sur le sujet, paru en 1973, qui donne beaucoup de détails et livre sa réflexion. Je vous mets l'article en description, il est totalement gratuit. Alors que ces gens conspirent pour gagner en influence et en prestige, il se met dans la poche le légat de Germanie supérieure, Cneius Lentulus Gaetulicus. Après la chute de ces gens, Gaetulicus est démasqué, mais avec le soutien de ses légions, il résiste à Tibère. Afin d'éviter un conflit ouvert et violent, les deux hommes échangent des lettres, dont la tournure devait être à peu près « Bon mec, t'es puissant et moi aussi. Je te fous la paix, tu me fous la paix ?» Donc lorsque Tibère meurt en 37 et que Caligula lui succède, Gaetulicus est toujours légat. Après l'avènement de Caligula, le jeune empereur met la main sur toute une série de documents Le jeune empereur met la main sur une série de documents retraçant la vague de procès qui a succédé à la chute de ces gens. Même s'il est possible qu'il en ait entendu parler du vivant de Tibère après qu'il l'ait rejoint à Capri. Cependant, dans une volonté de rapprochement avec le Sénat, il prétend avoir détruit ces documents sans même les lire, ne souhaitant pas raviver de vieilles initiés. Et pourtant, après sa maladie en octobre 37, les relations entre Caligula et le Sénat se détériorent. À l'été 39, Caligula s'en prend au Sénat dans un violent discours. Il accuse les sénateurs d'être restés passifs, voire d'avoir pris une part active dans les complots de ces gens visant à détruire sa famille. Et aussi, par ce discours, il envoie complètement le Sénat se faire foutre. Il brise l'illusion de séparation des pouvoirs, c'est lui le patron, et le Sénat n'est qu'une institution fantoche. Le divorce est consommé, et c'est probablement de là que vient la haine sénatoriale à son égard. Pire encore, il prend des mesures contre certains sénateurs qui auraient pu être d'anciens alliés de ces gens, et qui auraient échappé à la répression de Tibère, ou qui se seraient opposés à sa famille, tout simplement. Parallèlement à cela, Caligula s'en prend à Macron, pas celui-là, merci, c'est un ancien préfet du prétoire, et il confie le gouvernement de l'Afrique à un légat impérial, là où auparavant c'était traditionnellement un proconsul sénatorial. C'est ce que je disais, ça montre que l'empereur ne compte pas se laisser marcher sur les pieds, et que le Sénat, il en a globalement pas grand-chose à cirer. En plus, le proconsul d'Afrique, à ce moment-là, c'est Calpurnius Piso, le fils de l'adversaire et peut-être même véritable assassin de Germanicus. Donc encore un ennemi de la famille de Caligula, qui est écarté. Bref, ça commence à puer sévèrement du cul pour Gaetulicus, qui craint pour sa vie et souhaite monter une conjuration afin de se débarrasser de l'empereur. Pour cela, il s'assure le soutien d'Aemilius Lepidus. En tant qu'ancien époux de Drusilla, la sœur préférée de Caligula, Aemilius Lepidus tient une bonne place dans la ligne de succession, puisque si l'empereur meurt à ce moment-là, vu qu'il n'a pas d'enfant, mais il faut faire vite, car Caligula est sur le point de répudier sa deuxième femme, au profit de Milonia Caesonia, et les conjurés craignent que cette union ne donne naissance à un potentiel successeur. Ouais, car si Caligula change plusieurs fois de femme, ce n'est peut-être pas par inconsistance comme le prétendent les auteurs antiques, mais plutôt par volonté de s'assurer une descendance. Ses premiers mariages n'aboutissant pas, il choisit de s'unir à Milonia Caesonia qui a déjà eu plusieurs enfants avant lui. Le romantisme est mort, mais... En plus, une bonne nouvelle tombe dans l'oreille des conjurés. Caligula a l'intention de mener une expédition en Germanie, ce qui facilitera toute tentative d'assassinat sur l'empereur. Coup de bol! Caligula envoie une missive au légat, et les deux hommes se rejoignent peut-être à Lyon, peut-être le 19 octobre 39. La date et le lieu de la rencontre, tout comme le déroulement exact des faits, ne sont pas sûrs. Sauf qu'une fois sur place, Caligula le fait immédiatement arrêter et exécuter. On ne sait pas trop comment, ça devient une constante, mais il semblerait que l'empereur ait eu vent de la conjuration de Gaetulicus. Il savait, tout comme Tibère, qu'il ne pouvait pas se contenter de convoquer le légat à Rome, sinon ça aurait provoqué une guerre civile et comme on l'a dit, on va éviter. Du coup, Caligula a mis en scène son départ.
Ce qui ne l'a pas empêché, soit dit en passant, d'effectivement mener une campagne en Germanie, puis de tenter de traverser la Manche pour aller mener une campagne en Bretagne. Suite à cela, comme Tibère, Caligula mène une répression sanglante afin de se débarrasser de tous les conjurés et de détruire définitivement les vestiges de la conspiration de ces gens. Ce complot, l'historiographie antique ne le mentionne jamais, et pour une seule raison. Il a échoué. Et puisqu'il fallait faire passer Caligula pour un fou furieux qui prend des décisions totalement incohérentes, les auteurs antiques ne font que mentionner les différents événements de cette période, sans précision chronologique, comme si les faits n'avaient aucun lien les uns avec les autres. Heureusement, certains historiens, comme Jean-Claude Faure, dont j'ai parlé en début de vidéo, ont pu reconstruire ces événements en lisant à travers les lignes, et en s'appuyant sur certains événements qui, eux, étaient actés. Cela dit, je n'ai trouvé que très peu de sources au sujet de ce complot. Alors loin de moi l'idée de remettre en question le travail de Jean-Claude Faure ou de Pierre Renucci, l'autre historien sur lequel je m'appuie pour réaliser cette vidéo, j'en ai pas la légitimité, mais il me paraît honnête de vous le dire. De mémoire et avec mes notes, je ne crois pas que les autres historiens que j'ai lus mentionnent cette histoire. Bref, à titre perso, je trouve la théorie des deux conspirations, donc celle de ces gens dont j'ai parlé dans la dernière vidéo et celle de Gaetulicus, beaucoup plus crédible qu'une simple histoire de folie. Et puis pas forcément moins romantique d'ailleurs. Vous vous rendez compte de ce que ça donnerait une série Netflix avec ce scénario? Putain mais Chine direct.